Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. » La voix de Marie tremblait. Devant elle, à l'entrée de sa petite maison en pierre aux murs écaillés, se tenait l'homme qu'elle avait juré de ne jamais revoir. François, 15 ans plus tard. Il portait un costume qui coûtait plus cher que tout ce qu'elle possédait. Ses chaussures en cuir de luxe brillaient sous le soleil de l'après-midi. Elle portait un chemisier rapiécé 3 fois et des sandales aux semelles usées. Entre eux, un silence d'une décennie et demie. Marie, je. François tenta de parler, mais les mots restèrent bloqués en voyant l'intérieur de la maison. Une table bancale, 3 enfants pieds nus le regardant avec des yeux immenses, des murs nus, l'odeur de l'humidité et de la pauvreté. Il avait voyagé 5 heures dans sa berline de luxe pour arriver à ce village oublié de la Creuse. Il avait répété 1000 fois ce qu'il dirait, mais rien ne l'avait préparé à cela. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle. Sa voix était dure, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il y avait de la douleur, tant de douleur. « J'ai besoin de te parler. » François fit un pas en avant. « C'est important. » « Important » Marie eut un rire amer. « Après 15 ans, après être parti sans explication, après m'avoir laissé seul quand j'avais le plus besoin de toi, les enfants se cachèrent derrière leur mère. Le plus jeune, à peine 5 ans, lui serra la jambe. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il. « Alors, dis-moi. » Elle croisa les bras. « Dis-moi ce qui est si important pour t'amener ici après tant de temps. Dis-moi pourquoi tu apparais maintenant que j'ai appris à vivre sans toi. Maintenant que je n'ai plus besoin de tes promesses vides. » François respira profondément, mit la main dans la poche de sa veste et sortit une enveloppe qui allait tout changer. « Je suis venu te donner ça, dit-il, et te dire la vérité, la vérité. » Ce mot flotta entre eux comme un fantôme, car la vérité avait le pouvoir de détruire le peu qui restait ou de reconstruire tout à partir des cendres. Marie regarda l'enveloppe sans la toucher. Son cœur battait si fort que cela lui faisait mal. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette enveloppe contenait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, et que la conversation qui allait commencer révélerait des secrets enfouis depuis 15 longues années. Si cette histoire vous touche le cœur, n'oubliez pas de vous abonner. Des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Marie ne prit pas l'enveloppe. Elle se décala simplement et désigna l'intérieur de la maison d'un geste sec. « Entre, mais enlève ces chaussures. Je ne veux pas que tu salisses le plancher. » François obéit, enleva ses mocassins italiens en cuir et les laissa à l'entrée. Le sol en ciment était froid sous ses pieds. Propre, remarqua-t-il. Malgré tout, c'était impeccablement propre. Les 3 enfants continuaient de l'observer. L'aîné, une fille d'environ 12 ans aux tresses inégales, le regardait avec méfiance. Celui du milieu, un garçon de 8 ans avec un t-shirt 2 tailles trop grand, se cachait derrière sa sœur. Le plus petit, collé aux jambes de sa mère, suçait son pouce. « Sophie, emmène tes frères dehors !» ordonna Marie avec douceur. « Mais maman, maintenant mon amour !» La fille hocha la tête, prit ses frères par la main et sortit par la porte arrière. Avant de partir, elle lança un dernier regard à François. Un regard qui disait « Si tu lui fais du mal, tu auras affaire à moi. » François sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette fille avait le même feu dans les yeux que Marie, le même esprit dont il était tombé amoureux tant d'années auparavant. « Assieds-toi !» Marie désigna une chaise branlante à côté de la table boiteuse. « Bien que je ne sache pas si ton costume de créateur survivra. » Il s'assit sans répondre à la provocation. La table était dressée pour 4. 4 assiettes dépareillées, 4 morceaux de pain rassis dans un plat, une marmite de lentilles. C'était le dîner. « Sont-ils à toi ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Les enfants. » Marie s'assit en face de lui, maintenant la distance. « Non. Je les ai trouvés dans la rue et j'ai décidé de les collectionner. »« Marie, qu'attendais-tu, François ? Que je reste figé dans le temps à t'attendre. La vie a continué. J'ai continué. Qui est le père ?» La question sortit plus dure qu'il ne le voulait. Marie le regarda avec un mélange de douleur et de fureur. « Ce n'est plus ton problème. Il fut un temps où il n'y avait pas de secret entre eux. Quand ils étaient jeunes, quand François était encore un étudiant en architecture, avec plus de rêves que d'argent. Quand Marie travaillait à la boulangerie de son oncle et lui gardait le pain de la veille. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple, 20 invités, une robe prêtée, mais ils étaient heureux, ou du moins François le croyait. Jusqu'à ce que l'offre arrive, l'opportunité de sa vie, un associé investisseur qui voulait financer son premier grand projet. Mais il y avait une condition. Il devait partir, déménager à Paris, travailler jour et nuit pendant des années. « Je reviens dans 2 ans », lui avait-il promis. 3 maximum. Je vais construire notre avenir. Elle avait pleuré, l'avait supplié de ne pas partir, mais il était aveuglé par l'ambition,
jeune et stupide. « Je reviendrai pour toi », avait-il dit. « Je te le jure. » Il ne l'a jamais fait. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici », dit François maintenant, sa voix plus basse. « Je sais que je t'ai manqué, que j'ai rompu toutes mes promesses, toutes. » Marie eut un rire sans humour. « Non, François, tu n'as pas seulement rompu tes promesses. Tu m'as brisé. Tu m'as laissé seule. » Elle s'arrêta, déglutie. Ses yeux brillaient, mais elle n'allait pas pleurer, pas devant lui. « Quand? Quoi? Rien. Oublie. Marie, s'il te plaît, s'il te plaît. » Elle se leva brusquement. La chaise racla le sol. « Tu reviens après 15 ans avec une enveloppe et un s'il te plaît. Tu crois que c'est suffisant ?» François se leva également, laissa l'enveloppe sur la table. « Je ne suis pas venu demander pardon. Je suis venu te donner ce qui t'a toujours appartenu. Inframorden. In the Frestander. Nauer. Inframorden. Com. And the UF in Manor. And the UF in Morden. » Elle regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent. « Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas de la charité. C'est à toi de droit. Je n'ai besoin de rien de toi, François. Ouvre-la. » Non. Son cri résonna contre les murs nus. Dehors, ils entendirent les enfants se taire. Soudainement, Marie respira profondément, essayant de se calmer. « Regarde-toi, » dit François doucement. « Regarde cette maison, les enfants sans chaussures, la nourriture qui suffit à peine. Mais c'est à moi. Tout cela est à moi. Je l'ai construit de mes mains, avec ma dignité intacte. » Et là se trouvait la raison pour laquelle il était tombé amoureux d'elle. Cette dignité féroce, cette fierté qui ne se brisait pas, même quand tout le reste s'écroulait. « Je le sais, dit-il, et je t'admire pour cela. Je l'ai toujours fait. Admiration. » Marie se mit à rire. Mais il y avait maintenant des larmes qui coulaient sur ses joues. « Je ne veux pas de ton admiration. Je voulais que tu sois là. Quand j'ai perdu. » Elle se couvrit la bouche. Elle en avait trop dit. François se rapprocha d'un pas, puis d'un autre. « Qu'as-tu perdu ?» Elle secoua la tête. « Marie, s'il te plaît, dis-moi. Notre enfant. » Les mots sortirent comme un murmure brisé. « J'ai perdu notre enfant 2 mois après ton départ. » Le monde de François s'arrêta. Tous ont disparu. Il ne resta que ce coup, cette vérité qui venait de briser quelque chose en lui qui ne pourrait jamais être réparé. « Tu étais enceinte ?» 3 mois. J'allais te le dire la veille de ton départ, mais tu étais si enthousiaste à propos de ton opportunité. Je n'ai pas voulu gâcher ton moment. » François s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient. « Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Parce que tu n'as jamais appelé, tu n'as jamais écrit, tu as disparu comme si nous n'avions jamais existé. » L'enveloppe restait sur la table entre eux. Un rectangle blanc qui contenait des secrets qui pouvaient tout changer ou détruire le peu qui restait. « Ouvre-la, » dit François d'une voix brisée. « S'il te plaît. Après cela, si tu veux que je parte, je partirai, et tu ne me reverras plus jamais. » Marie regarda l'enveloppe. Ses mains tremblaient quand elle la saisit. Ce qu'elle était sur le point de découvrir allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur ces 15 années d'abandon. Marie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des documents. Beaucoup de documents. Elle les déplia sur la table boiteuse, un par un. Son visage changea à mesure qu'elle lisait. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, enfin quelque chose ressemblant à un choc. « Qu'est-ce que c'est ?»« Certificat bancaire », répondit François. « À ton nom. Ceci dit. » Marie relut comme si les mots pouvaient changer. « Ceci dit 20 millions d'euros. »« Oui. Tu es fou. » Elle jeta les papiers sur la table. « Tu crois que tu peux m'acheter ? Que tu peux arriver ici avec de l'argent et tout effacer ? Ce n'est pas ça. »« Alors quoi ?» François se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, les 3 enfants jouaient dans la cour en terre. Sophie poussait ses frères sur une balançoire faite d'un vieux pneu et de cordes. « Quand je suis parti, commença-t-il, nous avons signé des papiers. Tu te souviens ? Nous avons signé beaucoup de choses. Le mariage, l'hypothèque de la maison que tu n'as jamais fini de payer. Non, d'autres papiers. Mon associé, l'investisseur, a insisté. Il a dit que c'était une protection, que si quelque chose m'arrivait, tu serais couverte. » Marie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « J'étais si excité que tu partes réaliser ton rêve que j'ai signé sans lire. Je te faisais confiance. Ce document stipulait que 50% de tout ce que je gagnerais serait automatiquement à toi, que nous soyons ensemble ou non. » Silence. Un silence si profond qu'on pouvait entendre le vent agiter les feuilles sèches dans la cour. « Tu es en train de dire que chaque immeuble que j'ai construit, chaque projet que j'ai achevé, chaque euro que j'ai gagné pendant ces 15 ans, la moitié a toujours été légalement à moi. Par contrat, Marie s'effondra sur la chaise. Ses jambes ne la soutenaient pas. « Alors pourquoi est-ce que je vis comme ça ?» Sa voix n'était qu'un murmure. «
Pourquoi mes enfants sont-ils pieds nus? Pourquoi mangeons-nous des lentilles tous les jours? Parce que tu n'as jamais réclamé ce qui était à toi. Et moi, François ferma les yeux. J'ai été un lâche. Explique-toi. Après la première année, quand l'entreprise a explosé, quand l'argent a commencé à arriver, j'ai su que je devais revenir, tenir ma promesse. Mais chaque mois qui passait était plus difficile. J'avais tellement de travail, tellement de pression. Je me disais, un mois de plus, juste un mois de plus, et j'aurai tout prêt pour revenir la chercher. Et un mois s'est transformé en 6. 6 en un an. Avant que je ne m'en rende compte, 3 ans s'étaient écoulés. J'ai essayé d'appeler, mais ton numéro n'existait plus. Je suis venu te chercher, mais ta tante m'a dit que tu avais déménagé, que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Marie se raidit. Ma tante Hélène est morte il y a 10 ans. Je sais, je l'ai su après, mais à ce moment-là, 5 ans s'étaient déjà écoulés, et j'ai supposé que tu avais refait ta vie, que les 20 millions qui s'accumulaient sur ton compte étaient ma façon de compenser. Compenser. À Commonality Sansen. À Worth, you get. La voix de Marie monta d'un ton. Tu crois que l'argent compense le fait que tu sois parti quand j'avais le plus besoin de toi? Que j'ai perdu notre bébé seul? Que j'ai dû mendier du travail? Que mes enfants grandissent en pensant que leur mère ne vaut rien? François se retourna. Il avait les larmes aux yeux. Non, rien de tout ça ne compense quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis venu. Pas pour te donner l'argent, mais pour te dire la vérité. Pour te demander non pas pardon. Je ne mérite pas le pardon. Mais l'opportunité de connaître ses enfants, d'aider, d'être ici. Les enfants. Marie se leva d'un bond. Tu veux connaître mes enfants? Après avoir perdu le nôtre. La porte arrière s'ouvrit. Sophie entra, ses grands yeux effrayés. « Maman, ça va ?» On t'a entendu crier. Marie respira profondément. Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Ça va, mon amour. Retourne dehors. » Mais Sophie ne bougea pas. Elle regarda François avec cette méfiance protectrice qu'ont les enfants qui ont grandi trop vite. « Il te dérange. » François sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette fille, qui atteignait à peine ses 12 ans, était prête à défendre sa mère contre un homme 3 fois sa taille. « Non, Sophie, » dit Marie d'une voix plus douce. « Nous parlons seulement. Va avec tes frères. »« Sûr, sûr. » La fille sortit, mais laissa la porte entr'ouverte. Au cas où. Marie se laissa tomber à nouveau sur la chaise. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait couru un marathon. « Qui est le père ?» demanda François de nouveau, plus doucement. Cette fois, Marie le regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que François ne pouvait pas déchiffrer. « Pierre », dit-elle finalement. Il s'appelait Pierre. Il travaillait dans le bâtiment. Il était bon, gentil. Ce n'était pas toi, mais il était bon. Il est mort? Il y a 4 ans. Accident sur le chantier. Les enfants n'ont même pas reçu d'indemnisation parce que l'entreprise a fait faillite. François ressentit une piqûre de quelque chose qui aurait pu être de la jalousie, mais il était trop tard pour cela. Trop absurde. Je suis désolé. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie. Je sais ce que c'est que de perdre. Marie eut un rire amer. Toi, le millionnaire qui réussit, qu'as-tu perdu? François la regarda droit dans les yeux. Toi, j'ai perdu la seule femme que j'ai aimée. J'ai perdu un fils que je n'ai jamais connu. J'ai perdu 15 ans que je ne récupérerai jamais. Ce sont tes décisions. Je le sais. C'est pour ça que je suis ici. Marie regarda de nouveau les documents sur la table. 20 millions d'euros. Une fortune. Suffisante pour tout changer. Pour donner à ses enfants une éducation, des chaussures, un avenir. Mais à quel prix? Si j'accepte ça, dit-elle lentement. Qu'est-ce que tu veux en retour? Rien. Tout le monde veut quelque chose. Laisse-moi juste faire partie de leur vie, de la tienne, non pas comme Marie. Je ne suis pas assez fou pour penser que c'est possible, mais comme, je ne sais pas, comme ami, comme quelqu'un qui peut aider. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu t'ennuies à nouveau? Jusqu'à ce qu'un autre projet t'appelle? C'était une question juste. Et François n'avait pas de réponse qui sonne convaincante. Je ne sais pas, admit-il. Je sais juste que ces 15 années sans toi ont été vides. J'ai construit 30 immeubles. J'ai gagné plus d'argent que je ne peux en dépenser. Mais chaque nuit, dans mon penthouse vide, je regardais la photo de notre mariage et je me demandais « Est-ce que ça en valait la peine ?» Et ça en valait la peine. François secoua la tête. Non, rien de tout cela ne valait la peine de te perdre. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Les enfants entrèrent en courant, joues rouges et cheveux ébouriffés. Ils s'arrêtèrent en voyant François toujours là. « Maman, on a faim !» dit le garçon du milieu. Marie regarda la marmite de lentilles, regarda ses 3 enfants, regarda les documents sur la table
et finalement regarda François. Ce qu'elle déciderait à ce moment allait tout changer pour elle, pour ses enfants, pour l'homme qu'elle avait aimé autrefois et qui était maintenant un étranger millionnaire dans son humble maison. Mais il y avait quelque chose que François ne lui avait pas encore dit, quelque chose qui était sur le point d'être révélé et qui ferait que tout ce qu'il venait d'avouer semblerait insignifiant. « Asseyez-vous pour dîner », dit Marie à ses enfants. Sa voix était ferme, mais François remarqua le tremblement dans ses mains en servant les lentilles. Les trois enfants s'installèrent à table. Sophie aida le plus petit à monter sur sa chaise. François resta debout, se sentant intrus dans cette intimité familiale. « Toi aussi », dit Marie sans le regarder. « Si tu restes ici, tu manges avec nous. » C'était plus un ordre qu'une invitation. François s'assit. Le dîner fut silencieux. Les enfants mangeaient rapidement, clairement affamés. Sophie coupa son morceau de pain en deux et en donna un morceau à son frère cadet. Un geste si naturel qu'il était évident qu'elle le faisait tous les jours. François pouvait à peine avaler. Chaque bouchée lui donnait un sentiment de culpabilité. Quand ils eurent fini, Sophie commença à ramasser les assiettes. « Laisse-moi t'aider », proposa François. « Ce n'est pas nécessaire », répondit la fille avec froideur. « Sophie, ne sois pas impolie », la réprimanda Marie doucement. « Mais maman, on ne le connaît pas. Je sais, mon amour, mais c'est un vieil ami. » Sophie le regarda avec scepticisme. À 12 ans, elle avait déjà appris à se méfier des vieux amis qui apparaissaient de nulle part. Après avoir lavé les plats dans une bassine d'eau froide, Marie emmena les enfants dans leur chambre. François entendit leur voix douce, le rituel habituel, une histoire, des prières, des bisous de bonne nuit. Quand elle revint, la lune était déjà levée. La maison n'était éclairée que par une lampe à huile. L'électricité avait été coupée à nouveau. « On s'endort vite quand on est fatigué », dit Marie en s'asseyant en face de lui. « Quand on a travaillé du lever au coucher du soleil. Sophie travaille aussi. Elle aide à l'épicerie du village 3 jours par semaine après l'école. Elle gagne juste assez pour ses cahiers. » François sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle a 12 ans et elle est plus forte que beaucoup d'adultes. Il y eut un silence. François regardait la flamme de la lampe danser. « Tu as dit que tu étais venu me chercher, » commença Marie. « Que ma tante t'avait dit que j'avais déménagé. »« Oui, 3 ans après mon départ, ta tante Hélène. Oui. » Marie se pencha en avant, ses yeux brillants à la lumière de la lampe. « François, ma tante Hélène est morte 2 ans avant ton départ. » Le monde s'arrêta. François la regarda, confus. « Quoi ? Hélène, la sœur de ma mère, est morte d'un cancer quand j'avais 20 ans, 2 ans avant que nous nous marions. Mais j'ai parlé avec elle, je suis allé chez elle. Une femme aux cheveux gris, attachée en chignon, qui vivait dans la maison bleue au bout de la rue principale. » Marie devint pâle. « Ce n'était pas ma tante Hélène. Alors qui ? Madeleine. » Le nom sortit comme un murmure. La tante de Pierre, la mère de son défunt père. François ne comprenait rien. Ça n'a pas de sens. Pourquoi la tante de Pierre serait-elle dans cette maison? Pourquoi me mentirait-elle? Marie se leva et marcha vers une vieille boîte dans le coin. Elle fouilla à l'intérieur et en sortit une photographie jaunie. Elle la tendit à François. Sur la photo, une jeune femme tenait un bébé. À côté, un homme en salopette de construction. Derrière eux, une maison bleue. C'est Madeleine quand elle était jeune et c'est le grand-père de Pierre. Cette maison appartient à leur famille depuis 3 générations. François étudia la photo. La femme à qui il avait parlé, qui lui avait dit que Marie était partie, qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a menti. Parce que j'étais avec Pierre. Marie se rassit, ses mains tremblantes. Quand tu es venu me chercher, 3 ans après ton départ, je venais de rencontrer Pierre. Seulement 2 mois s'étaient écoulés. Mais Madeleine était très protectrice envers sa famille. Quand elle a vu un homme riche en costume cher demander après moi, elle a supposé que tu venais causer des problèmes, ruiner ce que son neveu construisait avec moi. François passa les mains dans ses cheveux. Son esprit s'emballait. Alors elle m'a menti. Elle m'a dit que tu étais parti pour m'éloigner. Oui, et tu ne savais pas que j'étais venu te chercher. Marie secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je ne l'ai jamais su. Madeleine ne me l'a jamais dit. Et moi, j'ai supposé que tu m'avais vraiment oublié, que toutes tes promesses étaient des mensonges. François se leva brusquement. La chaise tomba en arrière avec un bruit sourd. Je suis venu 3 fois, Marie. 3 fois cette année-là. La première fois, elle m'a dit que tu avais déménagé, la deuxième que tu t'étais marié, la troisième que tu ne voulais pas me voir, que je te laisse tranquille. Mon Dieu. Marie se couvrit la bouche. J'habitais à seulement 2 rues de là. Si tu avais demandé à n'importe qui d'autre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait confiance à ce qu'elle m'a dit. J'ai pensé que je respectais tes souhaits.
La pièce tournait. Des années de suppositions, de douleurs auto-infligées, de décisions basées sur des mensonges. « Attends, » dit Marie soudain. « Tu as dit que tu étais revenu il y a 5 ans, que tu l'as su quand ma tante est morte. » « Oui, j'ai lu sa nécrologie dans le journal du village. Hélène Dubois. J'ai pensé que c'était ta tante. Quand j'ai appelé pour présenter mes condoléances, on m'a dit que tu n'avais pas de famille proche, que tu vivais seule avec tes enfants. Mais je n'avais pas de tante Hélène à ce moment-là. Elle était déjà morte il y a des années. » François sentit un frisson le parcourir. Alors, de qui était la nécrologie? Marie se dirigea à nouveau vers la boîte et sortit un vieux journal. Elle le déplia sur la table. Là se trouvait Hélène Dubois, mais le nom complet était Hélène Dubois de Vargas. « C'était l'épouse du maire, » expliqua Marie. « Elle est morte il y a 5 ans. Elle n'avait rien à voir avec moi. » François s'effondra contre le mur. Tout ça, toutes ces années basées sur des confusions, des coïncidences et des mensonges bien intentionnés. « J'aurais pu te trouver, » murmura-t-il. « À tout moment pendant ces 15 ans, j'aurais pu vraiment te trouver. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que j'ai cru ce qu'on m'a dit, parce que j'ai supposé que tu étais passé à autre chose. Parce que j'ai été un lâche qui a préféré croire un mensonge confortable plutôt que de venir ici et de me battre pour toi. » Marie essuya ses larmes. Son visage était un mélange de colère, de douleur et d'autres choses. Quelque chose que François ne pouvait pas identifier. « Tu sais ce qui est le pire ?» demanda-t-elle. « C'est que Madeleine est morte il y a 3 ans. Je ne pourrai jamais lui demander pourquoi elle l'a fait. Je ne saurais jamais si elle pensait vraiment qu'elle m'éloignait pour me protéger, ou si quoi. Ou si elle voulait s'assurer que je resterais avec Pierre, que sa famille ne perdrait pas l'opportunité d'avoir une mère pour ses futurs petits-enfants. » Le silence qui suivit était dense, chargé d'implications. « Les enfants, » dit François lentement. « Tu as dit que l'aîné avait 12 ans. Sophie a 12 ans. Oui, nous nous sommes séparés il y a 15 ans. C'est exact. Et tu as rencontré Pierre 2 mois avant que j'aille te chercher, ce qui signifie 3 ans après mon départ. » François fit les calculs dans sa tête. Son visage musique devint pâle. « Marie, quand Sophie est-elle née exactement ?» Elle le regarda dans les yeux, et à ce moment, François sut. Il sut avant qu'elle ne dise un seul mot. 3 mois après avoir rencontré Pierre, 9 mois après t'avoir perdu. Le monde de François s'arrêta complètement. Alors, Sophie est à toi. Les mots sortirent comme un murmure. Sophie est ta fille. François ne pouvait pas respirer. Les mots de Marie résonnaient dans sa tête comme des cloches. Sophie est ta fille. Il s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut les serrer contre ses genoux. Comment? La voix lui sortit brisée. Comment est-ce possible? Tu as dit que tu avais perdu le bébé. Et je l'ai perdu. Marie s'assit en face de lui, épuisée. J'ai perdu le premier, celui que je portais quand tu es parti, à 12 semaines. La doctoresse a dit que c'était à cause du stress, de la souffrance. Mais ensuite, 3 semaines après, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. François la regarda sans comprendre. C'était des jumeaux, François. Les larmes coulaient librement sur le visage de Marie. Maintenant, j'étais enceinte de jumeaux. J'en ai perdu un, mais Sophie s'est accrochée à la vie. Elle est née prématurée, pesant à peine 2 kilogrammes, mais elle a survécu. Le monde de François vacilla. Une fille. Il avait une fille de 12 ans, une fille courageuse avec des tresses inégales et du feu dans les yeux, qui vivait dans la pauvreté pendant qu'il construisait des empires. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Comment allais-je te le dire si tu avais disparu ? J'ai changé de numéro 3 mois après ton départ, parce que je ne supportais pas de regarder le téléphone en attendant un appel qui n'arrivait jamais. Quand je suis revenu au village après l'accouchement, ton numéro ne fonctionnait plus non plus. J'aurais pu la connaître. J'aurais pu être là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Mais tu n'étais pas là, la voix de Marie s'éleva. Tu n'étais pas là quand elle est née Violette. Et que les docteurs ont dit qu'elle ne survivrait peu, être pas à la nuit. Tu n'étais pas là quand elle a eu une pneumonie à 6 mois et que je suis resté éveillé 3 jours d'affilée à supplier qu'elle respire. Tu n'étais pas là quand elle a fait ses premiers pas seule dans cette maison vide parce que j'étais au travail. François se leva et marcha vers la chambre où dormaient les enfants. Il s'arrêta à la porte, regardant à travers l'entrebâillement. Sophie dormait au milieu, avec ses 2 frères cadets blottis contre elle. Son bras protégeait le plus petit. « Elle te ressemble », dit Marie derrière lui. « Elle a ton nez, ton entêtement, ta façon de froncer les sourcils quand elle est concentrée. » Elle sait? Non. Pierre le savait. Marie hocha la tête lentement. Il l'a su dès le début. Je lui ai dit la vérité avant que nous nous marions, que j'étais enceinte d'un autre homme, que cet homme m'avait quitté. Pierre a dit que ça n'avait pas d'importance,
qu'il aimerait Sophie comme si elle était la sienne. Et il l'a fait. Plus que tu ne l'aurais jamais aimée. Il y avait du venin dans ses mots. Du venin né d'années de douleur. Il la portait sur ses épaules. Il lui a appris à faire du vélo. Il l'appelait « ma princesse ». Quand il est mort, Sophie a pleuré pendant des semaines. Pour elle, il était son père, le seul père qu'elle ait connu. François ferma les yeux. Chaque mot était un coup de poignard. Et les deux autres sont de pierre, biologiquement les siens. Mais Sophie prend soin d'eux comme s'ils étaient les siens aussi. Cette fille a 12 ans, et elle est déjà plus mère que beaucoup de femmes adultes. François se retourna pour regarder Marie. « Je veux lui dire, tu n'as pas le droit de savoir. » « Non. » Marie croisa les bras. « Tu ne vas pas arriver ici après 15 ans et briser son monde. » « Briser son monde ? Marie, regarde où elle vit. Regarde comment elle s'habille. Ne crois-tu pas qu'elle mérite de savoir qu'elle a un père qui peut lui donner tout ? Tout. » Marie eut un rire sans humour. « Vas-tu, musique, lui donner du temps, des souvenirs, des nuits blanches quand elle fait des cauchemars, des câlins quand le monde semble trop lourd ? Oui, tout ça. Je vais essayer. Tu vas essayer. » Marie le poussa sur la poitrine. C'était un geste faible mais chargé d'années de fureur. Ma fille n'a pas besoin d'essai. Elle a déjà eu assez d'abandon pour toute une vie. Je ne vais pas l'abandonner. C'est ce que tu as dit de moi. Le coup porta. François recula comme s'il avait été giflé. Un bruit les fit se retourner. Sophie était à la porte de la chambre, réveillée, les yeux immenses dans l'obscurité. « Pourquoi vous vous disputez ?» Sa voix était petite, vulnérable, rien à voir avec la fille féroce d'avant. Marie courut vers elle. « Ce n'est rien, mon amour. Retourne dormir. » J'ai entendu des cris. Sophie regarda François avec méfiance. « Qui est-il, maman? Pourquoi est-il ici ?» Marie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda François avec de la panique dans les yeux. François s'agenouilla pour être à la hauteur de Sophie. La fille fit un pas en arrière, se protégeant derrière sa mère. « Je m'appelle François, » dit-il doucement. « Je suis un vieil ami de ta maman. Pourquoi la fais-tu pleurer ?» La question était directe, accusatrice et juste. Parce que parfois, quand les adultes parlent de choses du passé, ça fait mal, mais ce n'est pas sa faute, c'est la mienne. Sophie l'étudia avec ses yeux qui lui ressemblaient tant. Mon papa disait que les vrais hommes ne font pas pleurer les femmes. François sentit comme si on lui avait planté un couteau dans le cœur. Ton papa avait raison et je suis désolé. Sophie, s'il te plaît, retourne au lit, supplia Marie. Il va rester ? Je ne sais pas. Sophie regarda Françoise une dernière fois. Puis, avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé que 12 ans, elle dit « Si tu restes, ne fais plus pleurer ma maman. » Elle a assez pleuré. Elle retourna dans la chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Marie s'effondra à nouveau contre le mur, sanglotant. François s'approcha, incertain, et finalement osa poser une main sur son épaule. Elle ne la repoussa pas. « Elle est comme toi, » murmura-t-il. « Forte, courageuse, protectrice. Elle est meilleure que moi, meilleure que nous deux. » Ils restèrent ainsi pendant des minutes, ou peu, être des heures. Le temps avait perdu son sens dans cette maison où chaque seconde pesait du poids de 15 ans de douleur. Finalement, Marie s'essuya le visage et se redressa. « Tu dois partir, François. Pas cette nuit, mais bientôt. J'ai besoin de penser, de tout traiter. Et l'argent. » Elle regarda les documents toujours sur la table. « Je ne sais pas. C'est trop. Tout est trop. C'est à toi de droit. Les droits ne signifient rien quand tout ton monde vient d'exploser. » François hocha la tête. Il comprenait, ou du moins essayait de comprendre. « Puis-je revenir demain ? Je ne sais pas. S'il te plaît. Juste pour parler, pour la connaître. Elle. » Marie ferma les yeux. Quand elle les ouvrit, il y avait une détermination fatiguée. « Il y a autre chose que tu dois savoir. »« Quoi ? Sophie est malade. » Le monde s'arrêta encore. Il semblait que tout ce que François apprenait, cette nuit venait avec un coup émotionnel dévastateur. « Malade comment ? » Son cœur. Elle est née avec une malformation. Les docteurs ont dit qu'elle aurait besoin d'une opération éventuellement. Cette éventualité est arrivée il y a 6 mois et je n'ai pas l'argent pour l'opération. Ça coûte plus que ce que je gagnerais dans toute ma vie. François sentit comme si quelqu'un lui avait arraché l'air des poumons. C'est si grave ? Si elle n'est pas opérée dans les prochains mois. Marie ne put finir la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je vais la faire opérer maintenant, demain quand il le faudra. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas ? Parce que si tu apparais soudainement avec de l'argent pour lui sauver la vie, elle va poser des questions auxquelles je ne sais pas si je suis prête à répondre. Alors dis-lui la vérité. Quelle vérité ? Que son vrai père l'a abandonnée avant sa naissance, qu'il n'est apparu que lorsqu'il a découvert qu'elle avait de l'argent à son nom,
qu'il aurait pu être là tout ce temps mais a choisi de ne pas l'être. Chaque mot était une balle, et tous atteignaient la cible. « Tu as raison », dit François, sa voix brisée. « En tout. Mais cela ne change rien au fait que ma fille est malade et que je peux la sauver. Notre fille. Notre fille. » Marie marcha vers la fenêtre. Dehors, la lune éclairait la cour en terre où ses enfants jouaient chaque jour. « Donne-moi une semaine, » dit-elle finalement. Une semaine pour lui parler, pour la préparer. Et si nous n'avons pas une semaine? Selon les docteurs, nous avons 3 mois, peut être 4. Et tu es prête à risquer ça? Marie se retourna. Son visage était un masque de douleur. J'ai tout risqué pour elle depuis l'instant où elle est née. Toi, qu'as-tu risqué? Il n'y avait pas de réponse à cela. Parce que la vérité était que François n'avait rien risqué. Il avait joué la sécurité. Il avait construit son empire pendant que sa famille s'effondrait. « Je reviendrai demain », dit-il. « Et chaque jour après cela, jusqu'à ce que tu me laisses faire partie de leur vie de quelque manière que ce soit, peu importe comment. Et ton entreprise, tes projets, qu'ils aillent au diable. J'ai 15 ans à rattraper. » Marie le regarda longuement, cherchant la sincérité, cherchant le piège, cherchant l'homme qu'elle avait aimé autrefois dans cet étrange millionnaire qui était maintenant dans sa maison. « D'accord », dit-elle finalement. « Reviens demain à 16h après que Sophie soit revenue de l'école. » C'était une opportunité, petite, fragile, mais une opportunité. François hocha la tête et marcha vers la porte. Il remit ses chaussures chères qui semblaient maintenant obscènes dans ce lieu d'humilité. « François », appela Marie alors qu'il avait déjà la main sur la poignée. Il se retourna. « Si tu lui brises le cœur, si tu la déçois comme tu m'as déçu, il n'y aura pas assez d'argent dans le monde pour te protéger de moi. » Ce n'était pas une menace vide, c'était une promesse. Et François la crut. « Je ne le ferai pas, dit-il. Je te le jure. Je ne crois plus à tes serments. » François sortit dans la nuit. Sa voiture de luxe l'attendait dans la rue en terre. Contraste obscène avec les maisons humbles autour. Il s'assit à l'intérieur, mais ne démarra pas le moteur. Il regarda simplement la maison de Marie. Les lumières s'éteignirent une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obscurité. Il avait une fille qui était en train de mourir. Une fille qui ne le connaissait pas, une fille qui aimait un autre homme comme père, et il n'avait que quelques jours pour changer 15 ans d'absence. Ce que François ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait observé cette nuit. Quelqu'un qui avait entendu chaque mot, quelqu'un dont la présence allait tout changer à nouveau. Parce que dans un petit village, les secrets ne restent jamais enterrés longtemps. François ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans le seul hôtel du village, une chambre modeste aux murs minces et un matelas affaissé, si différente de son penthouse dans la capitale. Mais ce n'était pas l'inconfort qui le maintenait éveillé. C'était l'image de Sophie, sa fille, dormant entre ses frères, les protégeant même dans ses rêves, avec un cœur malade qu'il devait sauver. À 6 heures du matin, quelqu'un frappa à sa porte fort, insistant. Il ouvrit pour trouver une femme d'une 40aine d'années aux cheveux attachés en tresses serrées et aux yeux qui brûlaient d'une fureur à peine contenue. « Vous êtes François ?» Ce n'était pas une question. « Oui, qui êtes-vous » ?« Rose, la sœur de Pierre. » Elle poussa la porte et entra sans attendre d'invitation. « Et je suis venu vous dire de quitter ce village avant de détruire le peu qui reste à ma belle-sœur. » François ferma la porte et se retourna pour lui faire face. « Je ne sais pas ce que vous avez entendu. »« J'ai tout entendu. » Rose croisa les bras. « Les fenêtres de Marie sont minces et j'habite dans la maison d'à côté, la maison qui était celle de mon frère, la maison d'où j'ai pris soin de ses enfants pendant que Marie travaillait 18 heures par jour pour les nourrir. » François sentit le poids de l'accusation. « Alors vous savez que Sophie est ma fille. Je sais que vous avez abandonné Marie enceinte, que mon frère a été l'homme qui était là quand vous ne l'étiez pas, que Sophie a appelé Pierre papa jusqu'à son dernier souffle. Et je respecte cela. Pierre était un meilleur homme que moi. Respecte. » Rose eut un rire sans humour. « C'est ce que vous appelez apparaître avec votre argent sale 15 ans plus tard. Ce n'est pas de l'argent sale, c'est de l'argent qui appartient légalement à Marie. Et vous croyez que ça vous rend meilleur ? Vous croyez que l'argent efface 15 ans d'absence ? Non, mais il peut sauver la vie de Sophie. » Rose se tut. Son visage s'adoucit à peine un peu. « Marie m'a parlé de l'opération dont elle a besoin. Alors vous comprenez pourquoi je suis ici ? Je comprends qu'un homme riche, avec une conscience coupable, pense pouvoir acheter sa rédemption. » François s'assit au bord du lit. Il était fatigué, si fatigué. « Je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit, je veux juste aider. » « Aider. » Rose se rapprocha. « Savez-vous combien de fois Sophie m'a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants ? Combien de fois je l'ai entendue pleurer parce que les enfants à l'école se moquaient d'elle ? Je ne savais pas. Exactement.
Vous ne saviez pas parce que vous n'étiez pas là, parce que vous avez choisi de ne pas l'être. Rose respira profondément, essayant de se calmer. Marie est comme ma sœur. Ses enfants sont mes neveux et nièces. Je les ai vus grandir, souffrir, se battre. Et maintenant, vous apparaissez comme un sauveur alors que la seule chose que vous ayez été, c'est un fantôme. Vous avez raison. François leva les yeux. En tout. Mais cela ne change rien au fait que Sophie est malade et que je peux payer la chirurgie. Et après? Vous restez ou vous disparaissez à nouveau quand votre conscience sera tranquille? Je reste. Pendant combien de temps? 1 semaine, 1 mois, jusqu'à ce que vos affaires vous rappellent? Le temps qu'il faudra. Rose l'étudia, cherchant des mensonges, cherchant le piège. Mon frère a laissé quelque chose avant de mourir, dit-elle finalement. Une lettre. Il m'a demandé de la donner à Marie si jamais vous réapparaissiez. François sentit un frisson. Qu'est-ce que la lettre dit? Je ne sais pas. Elle est scellée, mais Pierre m'a fait promettre de la lui remettre. Rose sortit une enveloppe jaunie de son sac. J'allais la donner à Marie ce matin. Mais je voulais d'abord vous voir quel genre d'homme vous êtes. Et que voyez-vous? Je vois un homme effrayé, perdu, essayant de réparer quelque chose qui n'a peut être pas de solution. Rose posa l'enveloppe sur la table. Mais je vois aussi un homme qui est finalement apparu. Tard, mais apparu. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous soyez honnête avec Marie, avec Sophie, avec vous-même. Rose marcha vers la porte. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Si vous faites du mal à cet enfant, si vous lui brisez le cœur comme vous avez brisé le cœur de sa mère, il n'y aura pas assez d'argent pour vous cacher de moi. C'était la 2e menace en moins de 12 heures, et François les croyait toutes les deux. Rose ouvrit la porte, mais s'arrêta. Une chose de plus. Sophie a un rendez-vous avec le cardiologue demain à Paris. Marie a emprunté de l'argent pour le bus et la consultation. Si vous voulez vraiment aider, vous pouvez commencer par là. À quelle heure est le rendez-vous? À 10 heures du matin à l'hôpital central. Je les emmène. Marie ne va pas accepter. Alors, convainquez-la, s'il vous plaît. Pas pour moi, pour Sophie. Rose le regarda longuement. Finalement, elle hocha la tête. Je lui parlerai, mais je ne promets rien. Elle partit, laissant François seul avec la lettre d'un homme mort, un homme qui avait été meilleur père pour sa fille que lui. François regarda l'enveloppe. L'écriture était claire, soignée, pour Marie. Seulement s'il revient. Pierre savait. Il savait d'une certaine manière que François reviendrait éventuellement. Qu'avait-il écrit? Des avertissements, des conseils, le pardon. François résista à l'envie d'ouvrir la lettre. Ce n'était pas pour lui, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret elle contenait. À 15 heures, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô, c'est Marie. » Sa voix semblait tendue. « Rose m'a parlé du rendez-vous. Je peux vous emmener, toi et Sophie, et payer la consultation et toutes les études dont tu as besoin. Ta charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. J'aurais dû être là depuis le début. Laisse-moi être là maintenant. » Il y eut une longue silence. « D'accord, mais avec des conditions. Lesquelles? Tu ne dis rien à Sophie pour l'instant. Tu es juste un ami qui nous aide, rien de plus, d'accord? Et quand nous sommes à l'hôpital, tu me laisses parler. Tu paies seulement et tu te tais. Compris? Et François? Oui. Si c'est un jeu pour toi, si tu penses disparaître après, dis-le-moi maintenant. Parce que je ne vais pas laisser ma fille se faire des illusions si tu n'as pas l'intention de rester. Ce n'est pas un jeu, et je ne vais pas disparaître. C'est ce que tu as dit avant. L'appel se termina. François resta à regarder le téléphone, se demandant s'il pourrait un jour regagner la confiance de Marie. Il passa le reste de la journée à passer des appels, annuler des réunions, déléguer des projets. Son assistante était confuse. « Monsieur Castillo, est-ce que tout va bien ?»« Non, » avait-il répondu avec honnêteté, « mais ça va l'être. » À 18 heures, il se rendit à la maison de Marie. Les enfants jouaient dehors. Sophie s'occupait d'eux comme toujours. Quand elle le vit, son expression se durcit. « Bonjour », dit François, se tenant à distance. « Bonjour. Ta maman m'a dit que tu avais un rendez-vous demain. » « Oui. » Sophie ne le regardait pas dans les yeux. « Avec le docteur du cœur. Est-ce que ça te dérange si je vous accompagne? Je peux vous emmener dans ma voiture. » Pourquoi? C'était une question simple, mais lourde de sens. Parce que ta maman est importante pour moi, et vous êtes important pour elle. Sophie le regarda finalement. Mon papa disait que les mots ne signifient rien sans les actions. Ton papa était un homme sage. Il l'était. Il y avait de la fierté dans sa voix et de la douleur. J'aimerais qu'il soit là. Moi aussi. Et François le pensait sincèrement. Parce que si Pierre était vivant, Sophie aurait un père qui savait aimer, qui savait rester. Marie sortit de la maison. Elle portait sa meilleure robe, la seule sans rapiessage visible.
Il est temps de rentrer, les enfants, appela-t-elle. Les frères cadets coururent à l'intérieur. Sophie les suivit, mais avant d'entrer, regarda François une dernière fois. « Vas-tu encore faire pleurer ma maman ?»« Je vais essayer de ne pas le faire. »« Essayer. Ce n'est pas assez. » Elle entra dans la maison, laissant François avec Rose qui était apparue sur son porche. « Elle est plus intelligente qu'elle n'en a l'air, » dit Rose. « Elle voit des choses, elle comprend des choses. Ne la sous-estimez pas. »« Je ne le ferai pas. »« Bien. » Rose se tourna pour rentrer chez elle. Parce que demain, à l'hôpital, tout pourrait changer. Les docteurs pourraient dire qu'il n'y a plus de temps, qu'elle a besoin de l'opération immédiatement. Et alors vous devrez décider ce qui est le plus important, votre confort ou la vie de votre fille. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Cette nuit-là, François rêva d'un homme qu'il n'avait jamais connu, Pierre. Un homme qui avait aimé sa fille, qui lui avait donné tout ce que François n'avait pas pu, musique, et il se demanda s'il pourrait jamais se montrer à la hauteur de cet héritage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que demain, à cet hôpital, il découvrirait quelque chose qui ferait que tout le reste semblerait insignifiant, car les secrets du passé étaient sur le point d'entrer en collision avec la réalité du présent, et rien ne serait plus jamais pareil. François arriva à 7 heures du matin à la maison de Marie. Trop tôt, mais il n'avait pas pu dormir. Marie ouvrit la porte avec des yeux fatigués. Elle n'avait pas dormi non plus. « Nous arriverons 3 heures en avance, » dit-elle. « Je préfère ça à être en retard. » Sophie sortit avec ses meilleurs vêtements, un chemisier trop court et un pantalon avec un patch au genou. Elle portait ses cheveux tressés avec soin, essayant d'avoir l'air plus vieille, plus forte qu'elle ne se sentait. Le voyage vers Paris fut silencieux. Sophie regardait par la fenêtre, émerveillée par un monde qu'elle voyait rarement. Marie gardait les mains serrées sur ses genoux. François conduisait, conscient qu'il transportait dans sa voiture ce qu'il avait de plus précieux. Une famille dont il ne savait pas prendre soin. L'hôpital central était un bâtiment imposant de béton et de verre. Les gens entraient et sortaient constamment. Ambulance, docteur, l'odeur de désinfectant et de désespoir. Dans la salle d'attente de cardiologie, Sophie s'assit entre sa mère et François. Ses jambes ne touchaient pas le sol. Elle était si petite, si fragile. « Tu as mal ?» demanda François doucement. « Quoi ? Ton cœur, il te fait mal ?» Sophie haussa les épaules. « Parfois, quand je cours beaucoup ou quand il fait froid. Tu as peur ?» La fille le regarda avec ses yeux qui lui ressemblaient tant. « Mon papa disait que la peur n'a que le pouvoir que tu lui donnes. » C'était un homme très sage. « Oui. » Sophie baissa les yeux. « Il me manque tous les jours. » François sentit une piqûre dans sa poitrine, une jalousie absurde d'un homme mort qui avait été meilleur père en 4 ans que lui en toute une vie. « Sophie Dubois » appela une infirmière. Marie se leva. François aussi. « Un seul accompagnateur peut entrer » dit l'infirmière. Marie regarda François. Il y avait de la panique dans ses yeux. Elle avait besoin que quelqu'un d'autre écoute, que quelqu'un d'autre comprenne. « Vous êtes le mari » dit l'infirmière à François. Ce n'était pas une question. François regarda Marie. « Oui » dit-elle. Le mensonge sortit facilement. Nécessaire. C'est mon mari. Ils entrèrent ensemble. Sophie entre eux, comme une famille qu'ils n'avaient jamais été. Le docteur Leclerc était un homme d'une 60aine d'années, aux mains fermes et aux yeux bienveillants. Le genre de docteur qui avait vu trop de souffrance, mais qui se souciait encore. Il examina Sophie, écouta son cœur, regarda les vieilles études que Marie avait apportées dans un dossier usé. Son expression devint sérieuse. « J'ai besoin de lui faire de nouvelles études aujourd'hui. »« Que se passe-t-il » demanda Marie, sa voix tremblante. « La valve se détériore plus rapidement que prévu. Beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que ça signifie ?» François se pencha en avant. Le docteur les regarda tous les deux, puis Sophie, qui était restée très calme. « Sophie, peux-tu nous attendre dehors avec l'infirmière ? J'ai besoin de parler à tes parents. » La fille hocha la tête. Elle était trop mature pour son âge. Elle savait que les nouvelles étaient mauvaises. Quand la porte se ferma, le docteur Leclerc enleva ses lunettes. « Votre fille a besoin d'une chirurgie urgente, non pas dans 3 mois, dans 3 semaines, 1 mois maximum. » Marie porta la main à sa bouche. « Et sinon ?» Son cœur pourrait lâcher à tout moment. Un effort trop grand, une émotion trop forte, n'importe quoi pourrait être le déclencheur. « Combien coûte la chirurgie ?» demanda François. « Avec les études préalables, l'équipement spécialisé, la récupération, nous parlons de 80 000 €. Peut être 100 000. » Marie s'effondra. C'était plus d'argent qu'elle n'enverrait jamais de sa vie. « Je paie » dit François immédiatement. Le docteur hocha la tête sans surprise. Il avait vu ce scénario de nombreuses fois. « Il y a un autre problème. » « Lequel ?»« Le groupe sanguin de Sophie est très rare.
AB négatif. S'il y a des complications pendant la chirurgie, nous aurons besoin de donneurs compatibles et les réserves à la banque de sang sont faibles. Je suis O négatif, dit François. Marie le regarda sous le choc. Comment connais-tu ton groupe sanguin? Je fais des bilans réguliers. Ça fait partie de ma routine. Le docteur prit une note. C'est bien, très bien, mais nous aurions besoin d'au moins 2 donneurs compatibles. Par précaution. Je ferai tout ce qui est nécessaire, dit François. Bien, je vais programmer les études pour aujourd'hui. Nous aurons les résultats demain. Si tout est comme je le pense, nous programmerons la chirurgie dans 2 semaines. 2 semaines. 14 jours pour que François connaisse sa fille, pour qu'elle l'accepte, pour qu'elle comprenne qu'il n'était pas un étranger essayant d'acheter son chemin dans leur vie. Ils sortirent du cabinet. Sophie était assise, balançant ses jambes, essayant d'avoir l'air courageuse. « Qu'a dit le docteur ?» demanda-t-elle. Marie s'agenouilla devant elle. « Tu as besoin d'une opération, mon amour. Je vais mourir ?»« Non. » La voix de Marie se brisa. « Non, parce que nous allons réparer ton cœur. Nous avons de l'argent. »« Oui. » Marie regarda François. « Nous avons de l'aide. » Sophie suivit son regard. Elle étudia François avec ses yeux trop sages. « Pourquoi nous aides-tu » C'était la question à 1 million. Et François n'avait pas de réponse qu'il pouvait donner. Pas encore. Parce que c'est la bonne chose à faire. Personne ne fait rien juste parce que c'est la bonne chose à faire. Il y a toujours une raison, Sophie. La réprimanda Marie doucement. Non, ça va. François s'agenouilla également, se mettant à sa hauteur. Tu as raison. J'ai des raisons et un jour, si tu me laisses faire, je te les raconterai toutes. Mais pour l'instant, tu peux avoir confiance que je veux juste aider. Sophie le regarda longuement. Ma maman te fait confiance ? Marie hésita. François vit le doute dans ses yeux. La question n'était pas si elle lui faisait confiance pour payer la chirurgie. C'était si elle lui faisait confiance pour rester, pour ne pas briser plus de cœur. J'apprends à faire confiance à nouveau, dit Marie finalement. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Les études prirent des heures, échocardiogramme, radiographie, analyse de sang. Sophie fut courageuse. Elle ne pleura pas une seule fois, bien que François vit comment elle serrait les poings lorsque les aiguilles la piquaient. Quand ils eurent fini, il faisait nuit. Sophie était épuisée. Elle s'endormit dans la voiture sur le chemin du retour, sa tête appuyée sur l'épaule de sa mère. « Merci », murmura Marie dans l'obscurité. « Tu n'as pas à me remercier. »« Si, je dois, parce que malgré tout, tu es apparu quand nous avions le plus besoin de toi. 15 ans trop tard. Mieux vaut tard que jamais. » François n'était pas sûr de le croire, mais il ne discuta pas. Quand ils arrivèrent au village, il était déjà minuit. François porta Sophie à l'intérieur. La fille se réveilla à mi-chemin. « Papa », murmura-t-elle encore endormie. Le monde de François s'arrêta. « Tu es à la maison, mon amour ?» dit Marie rapidement, prenant Sophie de ses bras. Mais c'était trop tard. François avait entendu ce mot, ce désir inconscient. Sophie ouvrit complètement les yeux. Elle se rendit compte de ce qu'elle avait dit. Son visage devint rouge. « Je suis désolé, je rêvais. »« Ça va, » dit François, bien qu'il eût l'impression que quelqu'un lui avait serré le cœur. « Non, ça ne va pas. » Des larmes coulaient sur les joues de Sophie maintenant. « Tu n'es pas !» Elle courut à l'intérieur vers sa chambre. Marie la suivit. François resta sur le porche, seul, écoutant les sanglots étouffés d'une fille qui regrettait son père, un père qui n'était pas lui. Rose apparut sur son porche. « J'ai entendu pour l'hôpital. Comment va-t-elle ?»« Mal. Elle a besoin d'une chirurgie dans 2 semaines. Et vous allez payer. »« Oui. Et après ?»« Après quoi ? Après que vous lui ayez sauvé la vie. Qu'est-ce qui suit ? Vous lui dites la vérité ? Vous vous attendez à ce qu'elle vous appelle papa ?» François s'assit sur les marches, enfouit son visage dans ses mains. « Je ne sais pas quoi faire. » « Faites-le bien. Pour une fois dans votre vie, faites la bonne chose. » Rose entra dans sa maison, mais avant de fermer la porte, elle ajouta « Et lisez la lettre de Pierre. Peut être qu'il a les réponses que vous cherchez. » François regarda l'enveloppe qu'il avait gardée dans sa poche. La lettre d'un homme mort. Un homme qui avait su aimer quand François ne savait que fuir. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Les premiers mots le frappèrent comme un coup de poing. « François, si tu lis ceci, cela signifie que tu es finalement revenu. » Bien. Parce qu'il y a quelque chose que Marie ne t'a jamais dit. Quelque chose que seul moi savais et que maintenant tu dois savoir aussi. François lutte, et à chaque mot son monde s'effondra un peu plus, parce que ce que Pierre avait écrit allait tout changer, absolument tout. Si vous voulez savoir comment se termine cette histoire incroyable, abonnez-vous maintenant. Ne manquez pas le dénouement. La lettre tremblait dans les mains de François. Les mots de Pierre étaient écrits d'une écriture claire, posée, comme s'il avait pris son temps,
comme s'il savait que chaque mot comptait. « François, si tu lis ceci, cela signifie que tu es finalement revenu. Bien, parce qu'il y a quelque chose que Marie ne t'a jamais dit, quelque chose que seul moi savais et que maintenant tu dois savoir aussi. Musique. Le bébé que Marie a perdu, le jumeau de Sophie, n'est pas mort de stress. Il est mort parce que Marie a tenté de se suicider. 2 semaines après ton départ, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a pris des pilules. Pas beaucoup. Assez pour dormir pour toujours. Assez pour ne pas se réveiller à la douleur. Sa voisine l'a trouvée. Ils ont appelé l'ambulance. Les docteurs ont sauvé Marie et l'un des bébés, mais l'autre n'a pas survécu. Quand j'ai rencontré Marie, 3 ans plus tard, elle portait encore cette culpabilité. Elle se culpabilisait pour la mort de ton fils. Elle se haïssait d'avoir été si faible, d'avoir choisi l'évasion au lieu de se battre. Il lui a fallu des années pour se pardonner, des années pour accepter que Sophie méritait une mère qui ne vivait pas dans le passé. Je te raconte cela non pas pour que tu la juges, mais pour que tu comprennes combien de douleurs tu lui as causé, combien tu l'as brisé. Si tu es revenu, si tu lis ceci, c'est parce que tu veux faire partie de leur vie. Bien, mais tu dois connaître la vérité complète. Tu dois comprendre que tes décisions ont eu des conséquences qui ont failli tuer la femme que tu aimais. Prends soin d'elle, François. Prends soin de Sophie. Prends soin de Marie. Non pas comme je l'ai fait, mais comme tu aurais dû le faire depuis le début. Avec respect, Pierre. François lut la lettre 3 fois. Chaque fois, les mots coupaient plus profondément. Marie avait tenté de mourir par sa faute. Elle avait été si désespérée, si brisée, qu'elle avait choisi l'oubli. Il se leva et marcha. Il ne savait pas où. Ses pieds bougeaient simplement. Il se retrouva à l'église du village, fermée à 7 heures. Il s'assit sur les marches. « J'ai failli la tuer », murmura-t-il dans la nuit, et il ne l'a jamais su. Comment pouvait-il la regarder dans les yeux sachant cela? Comment pouvait-il prétendre mériter une seconde chance alors que la première l'avait presque complètement détruite? Son téléphone sonna. C'était son assistante. « Monsieur Castillo, les investisseurs sont inquiets. Le projet Riverside a besoin de votre approbation. Si vous ne signez pas avant vendredi, nous perdons le contrat. » Qu'ils le perdent. Quoi? J'ai dit qu'ils le perdent ou que quelqu'un d'autre le signe. Je ne serai pas là. Mais monsieur, c'est 20 millions d'euros. Je m'en fiche. Il raccrocha, éteignit le téléphone. Pour la première fois en 15 ans. L'argent n'avait pas d'importance. À l'aube, il frappa à la porte de Marie. Elle ouvrit avec des yeux gonflés. Elle n'avait pas dormi non plus. « Que fais-tu ici si tôt ?» J'ai lu la lettre de Pierre. La couleur abandonna le visage de Marie. Quelle lettre? Celle qu'il a laissée. Celle que Rose allait te donner. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marie, s'il te plaît, plus de mensonges. Elle recula. Ses mains tremblaient. Tu n'avais pas le droit de lire cette lettre. Je sais et je suis désolé, mais je l'ai lue. Et maintenant je sais. Je sais ce que tu as fait. Marie s'effondra sur une chaise. Elle enfouit son visage dans ses mains. Je ne voulais pas que tu le saches. Pourquoi? Parce que j'ai honte chaque jour de ma vie. J'ai honte d'avoir été si faible. François s'agenouilla devant elle. Tu n'as pas été faible. Tu étais brisé, et c'est moi qui t'ai brisé. Non. Marie leva les yeux. C'est moi qui ai pris ces pilules. C'est moi qui ai choisi d'abandonner. Ce n'était pas ta faute. Si, ça l'était. Tout était de ma faute. Non, tu ne m'as forcé à rien faire. Je n'ai juste pas pu supporter la douleur. Sophie le sait? Mon Dieu, non, et elle ne le saura jamais. La panique emplit la voix de Marie. Promets-moi que tu ne le lui diras jamais. Je te le promets. Pourquoi es-tu venu me dire que tu as lu la lettre? François s'assit sur le sol devant elle. Parce que j'avais besoin que tu saches que je comprends, que je ne te juge pas, que j'admire ta force pour avoir continué. Je ne me sens pas forte, mais tu l'es. Regarde tout ce que tu as construit, seul avec 3 enfants, sans aide. J'ai eu de l'aide. Pierre. Pierre était un homme bon. Mais ça ne change pas ce que tu as fait. Tu as survécu, tu as élevé tes enfants, tu les as aimés. C'est ça la force. Marie pleura, des sanglots qui venaient du plus profond. Des années de douleur gardées. François ne savait pas s'il pouvait l'embrasser. Si, il avait peur de la briser. Elle s'inclina vers lui et il la tint pendant qu'elle pleurait. « Je vais la sauver », murmura-t-il. « Sophie, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Je le sais. Et après, si tu me laisses, je vais passer le reste de ma vie à compenser ces 15 années. Tu ne peux pas compenser le temps perdu. Alors je vais créer du nouveau temps, de meilleurs souvenirs. » Marie se sépara, s'essuya les larmes. Les résultats des études arrivent aujourd'hui. Le docteur appellera. Et s'il dit qu'il n'y a plus de temps, que la chirurgie doit être avant? Alors ce sera avant. Marie,
Je dois dire la vérité à Sophie avant la chirurgie. Pourquoi? Parce que si quelque chose tourne mal. François ne put finir la phrase. Rien ne va mal se passer. Mais si ça tourne mal, elle mérite de savoir que son père l'a aimée, qu'il l'a toujours aimée, même quand il ne savait pas qu'elle existait. Marie ferma les yeux. Donne-lui un jour de plus, juste un jour pour être une enfant normale, avant que son monde ne change pour toujours. D'accord, un jour. Le téléphone de Marie sonna. C'était l'hôpital. Oui, sa voix tremblait. Elle écouta. Son visage devint pâle. Je comprends. Oui, nous serons là. Elle raccrocha. Elle regarda François avec des yeux pleins de peur. Les résultats sont pires qu'ils ne le pensaient. Ils veulent opérer demain matin. Si nous attendons plus, le risque est trop élevé. Demain. Nous devons être à l'hôpital à 6 heures du matin. Un jour. Ils avaient un jour pour se préparer. Un jour pour que Sophie sache la vérité. Un jour pour que François soit père pour la première fois. Je vais lui dire aujourd'hui, dit François. Ce soir. Tu es sûr? Non, mais c'est la bonne chose à faire. Marie hocha la tête, se leva et marcha vers la chambre où dormaient les enfants. Alors, prépare-toi, parce que quand tu lui diras, tout va changer pour nous tous. François passa la journée à préparer. Il appela l'hôpital, paya à l'avance, s'assura qu'ils aient le meilleur chirurgien, les meilleures infirmières, le meilleur équipement. Il appela son avocat, changea son testament. Si quelque chose lui arrivait, tout irait à Marie et aux enfants. Il appela sa mère, à qui il n'avait pas parlé depuis des mois. « Maman, j'ai une fille. »« Quoi? Une fille de 12 ans, et demain on va l'opérer du cœur. » Sa mère pleura. Il lui fit des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir, mais elle lui donna sa bénédiction. À 18 heures, il revint à la maison de Marie. Sophie était dans la cour, seule, regardant le coucher du soleil. Il s'assit à côté d'elle. « Tu as peur de demain? »« Oui, moi aussi. »« Pourquoi aurais-tu peur ?» François respira profondément. C'était le moment. « Parce que tu es importante pour moi, Sophie, plus importante que tu ne peux l'imaginer. Je te connais à peine. Ce n'est pas tout à fait vrai. » Sophie le regarda, ses yeux si semblables aux siens. « Que veux-tu dire ?» François regarda vers la maison. Marie était à la fenêtre. Elle hocha la tête, lui donnant la permission. « Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que tu aurais dû savoir il y a longtemps. » La fille se tendit. « Quoi? J'ai connu ta maman il y a de nombreuses années, avant que tu ne naisses. Nous étions mariés. Tu es... » Sophie se leva d'un bond. « Tu es celui qui est parti? » « Oui. Celui qui l'a abandonné. »« Oui. Celui qui l'a fait pleurer toutes ces nuits où je l'écoutais. Chaque mot était une balle, mais François les prit tous. »« Oui. Et maintenant tu reviens jouer au héros? »« Non. Je viens te dire la vérité. »« Quelle vérité ?» François se leva, regarda cette fille féroce, courageuse, brisée. « Que tu es ma fille, Sophie. Je suis ton père. » Le monde s'arrêta. Le vent cessa de souffler. Les oiseaux cessèrent de chanter. Sophie le regarda. Puis elle regarda vers la maison où Marie était sortie sur le porche. « Maman. » Sa voix était petite, effrayée. Marie hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « C'est vrai, mon amour. » Sophie regarda François, Marie, de retour à François, et puis elle courut. Non pas vers eux, mais loin, vers le champ, vers n'importe quel endroit qui n'était pas ici. François commença à la suivre, mais Marie l'arrêta. « Laisse-la, elle a besoin de traiter. Et si elle ne revient pas? » « Elle reviendra, elle revient toujours. » Ils attendirent 1 heure, 2. Quand Sophie revint, elle avait les yeux rouges, mais son visage était ferme. « Vas-tu me laisser à nouveau ?» demanda-t-elle à François. « Non. Comment je le sais? Tu ne le sais pas. Tu peux seulement me donner l'opportunité de le prouver. » Sophie le regarda longuement. « D'accord, mais si tu me laisses, si tu nous laisses, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te laisserai pas. » Elle entra dans la maison, laissant François et Marie dans le silence de la nuit. « Elle le sait, » dit Marie. « Oui. Et maintenant quoi? Maintenant nous la sauvons. Demain la chirurgie, le moment qui déterminerait si François aurait l'opportunité d'être père ou s'il perdrait tout avant de commencer. 5 heures du matin. La maison était silencieuse. François n'avait pas dormi. Il était resté dans sa voiture toute la nuit à veiller, s'assurant que rien de mal n'arrivait avant l'aube. À 5h30, les lumières de la maison s'allumèrent. Marie sortit la première, puis Sophie. La fille portait un petit sac. Elle marchait comme si elle allait à l'école, comme si c'était un jour normal. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Peur, tant de peur. « Prête ?» demanda François. Sophie hocha la tête. Elle n'avait pas parlé depuis la nuit dernière, depuis qu'elle savait la vérité.
Rose sortit pour leur dire au revoir. Elle serra Sophie fort. « Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Tu vas bien te porter. Et sinon, ne dis pas ça. Mais si je ne me réveille pas... now he's full. Now he's full. Now he's full. » Rose regarda François avec des yeux qui disaient « C'est ta faute. Arrange-toi. Tu vas te réveiller, » dit François. « Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça. Tu as raison, mais je serai là tout le temps et quand tu te réveilleras, je t'attendrai. » Le voyage fut silencieux. Sophie regardait par la fenêtre. Marie serrait sa main. François conduisait trop vite, puis trop lentement. Il ne savait pas comment gérer cette terreur. À l'hôpital, il fut accueilli par une équipe complète. Infirmière, docteur, tout bougeait très vite. « Monsieur Castillo, merci d'être arrivé tôt. Nous avons besoin que vous signiez ces documents. » François lut. Risque, complications, possibilité de décès. Il signa d'une main tremblante. « Madame Dubois, nous avons besoin que vous signiez aussi. » Marie prit le stylo, s'arrêta. « Et si je prends la mauvaise décision ?»« Tu ne le feras pas, » dit François. « Comment le sais-tu ?»« Parce que tu es sa mère et les mères savent toujours. » Marie signa. Les larmes tachaient le papier. Ils emmenèrent Sophie dans une salle de préparation, lui mirent une blouse, lui placèrent une intraveineuse. La fille ne pleura pas, mais elle serrait la main de sa mère si fort que ses phalanges étaient blanches. « Maman, si je ne me réveille pas, ne dis pas ça. Mais si je ne me réveille pas, prends soin de mes frères. Dis-leur que je les aime. Tu vas leur dire toi-même. Et maman, pardonne-moi. Pourquoi? Pour ne pas être assez. Pour vous coûter tant d'argent. Pour être la raison pour laquelle tu es toujours triste. » Marie craqua, serra sa fille dans ses bras de tout son être. « Tu es la raison pour laquelle je suis encore en vie. Tu es mon tout. Ne pense jamais, jamais que tu n'es pas assez. » François observait depuis la porte ce moment. Cet amour, c'était ce qu'il avait perdu. L'anesthésiste entra. « Il est l'heure. » « Non. » Marie s'accrocha à Sophie. « Donnez-moi une minute de plus. »« Madame, nous devons commencer. »« 1 minute, s'il vous plaît. » Le docteur hocha la tête. « Sortite !» Marie embrassa le front de Sophie, ses joues, ses mains. « Tu es ma guerrière, ma lumière, ma raison de vivre. Je t'aime, maman. Je t'aime plus. » François se rapprocha. Sophie le regarda. Oui, sa voix était froide. « Je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que je viens juste d'apparaître. Mais puis-je te faire un câlin ?» Sophie le regarda pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, elle hocha la tête. François l'étreignit et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette fille, sa fille, fragile et forte à la fois. « Quand tu te réveilleras, » murmura-t-il, « je serai là, et chaque jour après cela, je te le promets. Tu as déjà promis de ne pas quitter maman, et tu l'as fait. Ça n'arrivera plus jamais. Les mots ne signifient rien. Je sais. C'est pour ça que je vais te le prouver par des actions chaque jour. » Sophie se sépara, regarda sa mère, puis François. « D'accord, vous pouvez me le prouver. » Ils l'emmenèrent par ces couloirs blancs vers ces portes qui disaient foi, bloc opératoire, personnel autorisé seulement. Marie s'effondra. François la soutint. « Nous allons la perdre, » sanglota-t-elle. « Je vais perdre mon bébé. » « Non, elle est forte, comme toi. Et si ce n'est pas suffisant, ça doit l'être. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de François. Ils s'assirent dans la salle d'attente. Marie priait. François regardait simplement l'horloge. Tic, tac. Chaque seconde une éternité. À la 3 heures, une infirmière sortit. « Famille de Sophie Dubois. »« Oui. » Marie se leva d'un bond. « Il y a des complications. Elle perd beaucoup de sang. Nous avons besoin du donneur. » Maintenant, François ne dit rien. Il courut derrière l'infirmière. Ils l'emmenèrent dans une salle. Ils lui prélevèrent du sang rapidement, efficacement. « Elle va bien ?» demanda-t-il. Ils font tout leur possible. Ce n'était pas une réponse, c'était une évasion. Il retourna dans la salle d'attente, étourdi, faible. Marie le vit et courut vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Complication. Ils avaient besoin de sang. Mon Dieu !» Ils s'assirent, attendirent. Heure 4, heure 5. Finalement, les portes s'ouvrirent. Le docteur Leclerc sortit. Sa blouse était tachée de sang. Son visage était fatigué. Marie ne pouvait pas respirer. Elle. Le docteur enleva son masque. La chirurgie a réussi. Marie s'effondra. François la soutint pendant qu'elle sanglotait de soulagement. « Mais, continua le docteur, les prochaines 24 heures sont critiques. Son corps a beaucoup souffert. Elle a perdu beaucoup de sang. Si elle passe cette nuit, elle ira bien. 19 Mason, and door the fleecing zook, a bouding zook. Pouvons-nous la voir ? Elle est en récupération.
Dans 1 heure, vous pourrez la voir, mais seulement pour quelques minutes. » Ils partirent, laissant François et Marie dans ce limbe entre espoir et terreur. « Elle a survécu, » murmura Marie. « Oui, mais nous pouvons encore la perdre. »« Nous n'allons pas la perdre. Comment le sais-tu ? Parce que c'est ta fille et tu n'abandonnes pas. » « Elle non plus. » Ils attendirent. Chaque minute pesait des tonnes. Finalement, ils les laissèrent entrer. Sophie était entourée de machines, de tubes, de câbles. Sa poitrine montait et descendait à l'aide d'un ventilateur. Elle avait l'air si petite, si fragile. Marie s'approcha, prit sa main. « Je suis là, mon amour. Maman est là. » François resta en arrière, observant cette scène qu'il aurait dû voir il y a 12 ans, la naissance, les premiers jours, tous les moments qu'il avait manqués. « Tu peux t'approcher, » dit Marie sans le regarder. « Je ne veux pas déranger. Tu es son père. Tu as le droit. » François s'approcha de l'autre côté du lit. Il toucha la main de Sophie. Elle était froide. « Bonjour, princesse, » murmura-t-il. « Tu t'es bien battue. Nous sommes fiers. » Les moniteurs bipaient constamment. Le respirateur faisait son travail. Une infirmière entra. « Vous devez sortir. Elle a besoin de se reposer. »« Pouvons-nous rester à proximité ?» demanda Marie. « Il y a une salle d'attente à cet étage. Vous pouvez y rester. » Ils sortirent lentement, comme si quitter la pièce allait l'abandonner. Dans la salle d'attente, Marie s'assit épuisée, brisée. « Merci, dit-elle. « Pourquoi ? Pour ton sang, pour l'argent, pour être là. Tu n'as pas à me remercier. »« Si, je dois, parce que malgré tout, tu es apparu quand nous en avions le plus besoin. » 15 ans trop tard. Mieux vaut tard que jamais. François s'assit à côté d'elle. « Marie, j'ai besoin de te demander quelque chose. »« Quoi ? » ?»« La lettre de Pierre, quand il a dit que tu avais tenté, que tu avais pris des pilules. As-tu déjà pensé à le faire à nouveau ?» Elle le regarda surprise par la question. « Non, jamais. Il y a eu des moments sombres quand Pierre Musique est mort, quand je n'avais pas d'argent pour la nourriture. Mais non, je n'y ai plus jamais pensé. Pourquoi ? À cause d'elle. » Marie regarda vers la chambre où dormait Sophie. « Parce qu'elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvée. » François hocha la tête. Il comprenait. « Toi ? » demanda Marie. « As-tu déjà pensé à ne pas ? » Pas de cette façon. Mais il y a eu des nuits où j'ai souhaité ne pas me réveiller. Des nuits où le vide était si grand que je ne savais pas comment continuer. Et qu'est-ce qui t'a arrêté ? L'espoir stupide qu'un jour je pourrais réparer ce que j'ai brisé. Et tu crois que tu peux le réparer ? Je ne sais pas, mais je vais essayer chaque jour pour le reste de ma vie. Marie posa sa tête sur l'épaule de François, épuisé. D'accord, tu peux essayer. Ils restèrent ainsi, 2 personnes brisées, essayant de guérir, unies musique, par une fille qui luttait pour sa vie dans la chambre d'à côté. Les heures passèrent, la nuit tomba, les moniteurs continuaient de biper, le respirateur continuait de fonctionner, et Sophie continuait de se battre, parce qu'elle était une guerrière comme sa mère, comme son père aurait dû l'être. Et demain, quand elle se réveillerait, tout serait différent ou tout aurait pris fin. Jour 2 à l'hôpital. Sophie était toujours connectée aux machines, mais ses signes vitaux étaient stables, forts. « Elle se bat », dit le docteur Leclerc lors de sa visite matinale. Son corps répond bien. Marie pleura de soulagement. François regardait simplement sa fille, émerveillé par sa force. « Quand Musique se réveillera-t-elle » demanda-t-il. « Bientôt, peut être aujourd'hui, peut être demain. Son corps décide. » Quand le musique docteur partit, François remarqua que Marie le regardait étrangement. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de te dire quelque chose maintenant. Maintenant, avant qu'elle ne se réveille, avant qu'il ne soit trop tard. » François sentit un poids sur sa poitrine. Il y avait déjà eu tant de révélations, tant de secrets. Quoi d'autre pouvait y avoir ? D'accord, dis-moi. Marie regarda vers la porte. Elle s'assura qu'ils étaient seuls. Les autres enfants, Théo et Lucas, qu'y a-t-il avec eux ? Ils ne sont pas de Pierre. François fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Tu as dit que c'était ses enfants. J'ai dit que Pierre était leur père, et il l'a été dans tous les sens qui comptent. Mais biologiquement, le monde de François commença à tourner. Non, si, ce n'est pas possible. Céleste. François se leva, marcha vers la fenêtre. Il avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose. Tu es en train de dire que les 3 sont à toi ? Les mots sortirent comme un murmure. Sophie, Théo, Lucas, les 3. Comment ? Marie essuya les larmes qui coulaient déjà. Après la naissance de Sophie, après qu'elle ait survécu, j'ai juré de ne jamais te chercher à nouveau. J'avais clos ce chapitre, mais 2 ans plus tard, je suis venu à Paris chercher un meilleur travail, quelque chose qui me permettrait de donner une meilleure vie à Sophie.
J'y suis resté un mois et je t'ai vu dans un café avec une femme, riant, heureux, comme si nous n'avions jamais existé. François ferma les yeux. Il se souvenait de cette époque, des femmes, des fêtes, essayant de combler le vide avec tout ce qui pouvait le distraire. Je ne suis pas allé te parler, je t'ai seulement observé. Et cette nuit-là, à l'hôtel où je logeais, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce que tu avais choisi à notre place. Marie, laisse-moi finir. Sa voix était ferme. Le lendemain, je suis revenu au village et Pierre était là, à l'arrêt de bus, à m'attendre. Il était venu me chercher parce que Rose lui avait dit que j'étais allé à Paris. Il savait pourquoi tu étais parti. Il savait que j'avais besoin de clore ce chapitre. Il m'a emmené chez lui, m'a fait du café, m'a laissé pleurer. Et cette nuit-là, j'avais besoin de me sentir vivante. J'avais besoin d'oublier. Pierre a été gentil, patient et... c'est arrivé. François serra les poings. Il n'avait pas le droit d'être jaloux, mais il l'était. Je suis tombée enceinte cette nuit-là, de jumeaux à nouveau, Théo et Lucas. Alors ils sont de Pierre, n'est-ce pas? Marie secoua la tête. Les docteurs ont dit que c'était impossible, que j'étais tombée enceinte avant cette nuit-là, au moins 2 semaines avant. François se retourna lentement. 2 semaines avant, oui, mais toi et moi non. Ça fait des années que non. Marie se leva, marcha vers lui. Tu te souviens du dernier jour? Avant que tu ne partes, le matin avant que tu ne montes dans cet avion. François se souvenait. Comment ne pas se souvenir? Ils avaient fait l'amour lentement, douloureusement, sachant que c'était un adieu. C'était il y a 15 ans, 14 ans et demi quand je suis tombée enceinte des jumeaux. Les chiffres ne s'accordaient pas dans la tête de François. Ce n'est pas possible. Sophie avait déjà presque 2 ans à ce moment-là. Exactement. Et j'avais utilisé une protection depuis sa naissance, pilule, tout, parce que je ne pouvais pas risquer une autre grossesse. Alors, comment? Les docteurs ont dit que c'était un cas extrêmement rare. Du sperme viable qui était resté latent ou une grossesse cryptique qui n'avait pas été détectée. Quelque chose de médicalement improbable, mais pas impossible. François s'assit. Ses jambes ne le soutenaient pas. Tu es en train de dire que d'une manière ou d'une autre, des années plus tard, tu es tombée enceinte de moi. Les docteurs ont fait des tests après leur naissance, des tests ADN, parce que Pierre avait besoin de savoir, il méritait de savoir s'ils étaient les siens. Et qu'ont dit les tests? Que biologiquement, ils n'étaient pas de Pierre. Le docteur a suggéré qu'il y avait peu, être eu une autre personne. Mais j'ai juré que je n'avais été qu'avec toi, que Pierre était le premier après toi. Alors les tests se sont trompés. C'est ce que j'ai cru pendant des années. Je l'ai cru jusqu'à il y a 6 mois, quand Sophie a eu besoin de la chirurgie et qu'ils lui ont fait des tests sanguins approfondis qui ont trouvé un marqueur génétique rare, extrêmement rare, 1 sur 1 million. Le docteur a dit que si ses frères partageaient ce marqueur, cela signifierait qu'ils avaient définitivement le même père biologique. François pouvait voir où cela menait. Et j'ai fait des tests à Théo et Lucas sans le dire à personne, j'avais besoin de savoir. Marie sortit une enveloppe de son sac. Les résultats sont arrivés la veille de ton apparition. Elle lui tendit l'enveloppe. François l'ouvrit avec des mains tremblantes. Les 3 enfants, Sophie, Théo, Lucas, partageaient tous le même marqueur génétique rare. Ils sont tous à moi. Oui. Les 3? Oui. François regarda Sophie dans le lit. Puis il pensa aux 2 enfants à la maison avec Rose. Ces enfants, tous. Pierre le savait, à la fin. Oui, je lui ai dit quand les résultats ont confirmé ce qu'il avait toujours soupçonné, 1 semaine avant de mourir. Et qu'a-t-il dit? Il a dit que ça n'avait pas d'importance, que c'était lui qui les avait élevés, que c'était lui leur père, que l'ADN ne définissait pas l'amour. François sentit des larmes couler sur ses joues. C'était un homme meilleur que je ne pourrais jamais l'être. Tu ne le sais pas, tu n'as pas encore essayé. Il les a élevés pendant des années, sachant qu'ils n'étaient pas les siens. Sachant qu'ils étaient les tiens, corrigea Marie, et choisissant de les aimer quand même. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que si quelque chose arrive à Sophie, si elle ne se réveille pas, tu dois savoir que tu as 2 autres enfants qui ont besoin de toi, qui méritent de connaître leur père. Mais ils croient que Pierre est leur père, et il l'a été. Mais tu l'es aussi. Les 2 peuvent être vrais. François marcha vers le lit de Sophie, toucha sa main. J'ai 3 enfants. Oui, et j'ai été absent pour eux tous. Mais tu es là maintenant. C'est suffisant? Je ne sais pas, mais c'est un début. La porte s'ouvrit. Une infirmière entra. Il y a 2 enfants à l'accueil. Ils disent qu'ils sont les frères de la patiente. Ils ont été amenés par une dame nommée Rose. Marie regarda François avec panique. Ils ne pouvaient pas rester seuls. Rose a dû les amener. Veux-tu qu'ils partent? Non, mais comment je leur explique? Comment je leur dis que l'homme qui est ici est? Nous ne leur disons rien pour l'instant.
Je suis juste l'ami qui a aidé, rien de plus. Tu es sûr? Non, mais je ne vais pas les embrouiller davantage au milieu de tout ça. Ils descendirent à l'accueil. Théo et Lucas attendaient avec Rose. Leurs yeux étaient rouges à force de pleurer. « Sophie, elle va bien ?» demanda Théo. « Elle va mieux », dit Marie en les serrant dans ses bras. « Elle se bat. » Lucas, le plus petit, regarda François. « Tu es le monsieur riche. » François s'agenouilla. « Je m'appelle François. Je suis l'ami de ta maman. Et tu as sauvé Sophie. Les docteurs l'ont sauvée. J'ai juste aidé. Merci. » L'enfant le serra dans ses bras simplement, innocemment, sans savoir qu'il étreignait son père. François le tint. Cet enfant, son fils, qui sentait le savon bon marché et la terre, qui avait ses yeux, son nez. Théo, plus réservé, observait. « Rose dit que tu es important. Pas autant que vous. Tu vas rester ?» C'était la question que tout le monde posait. La question à laquelle François ne savait toujours pas répondre avec certitude. « Je vais essayer. » Essayer, ça ne compte pas. Mon papa disait que soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Tous citaient Pierre. Cet homme fantôme qui avait été meilleur père sans partager que François avec tout son ADN. Tu as raison, alors oui, je vais rester. Théo hocha la tête, acceptant la promesse, faisant confiance alors qu'il ne devrait pas. Ils les emmenèrent à la cafétéria, achetèrent de la nourriture, les enfants mangèrent avec faim. Ils parlèrent de Sophie, à quel point elle leur manquait, de la façon dont il prenait soin de son lit vide. François les observait. Ces enfants avec des vies complètes qu'ils n'avaient jamais connues, des souvenirs qu'ils ne partageaient pas, des histoires où ils n'existaient pas. Comment se remettait-on de cela? Comment devenait-on père pour des enfants qui en avaient déjà un, même si ce père était mort? Rose s'approcha de lui pendant que Marie emmenait les enfants aux toilettes. « Il le sait ?»« Quoi ? Qu'ils sont les siens. Je vois comment vous les regardez. Marie me l'a dit. Pierre me l'a dit aussi avant de mourir. Et qu'en pensez-vous ? Je pense que la génétique ne fait pas un père, mais l'absence n'empêche pas d'en être un non plus. » Rose le regarda directement. « Ces enfants ont besoin d'un père. Vous avez besoin d'être père. Mais ils ont besoin de temps. Tout le monde en a besoin. Combien de temps ? Le temps qu'il faudra. » Quand ils revinrent dans la chambre de Sophie, quelque chose avait changé. Les moniteurs bipaient différemment. Le docteur Leclerc était là, examinant. « Que se passe-t-il » Marie courut. « Regardez !» Le docteur désigna. Les yeux de Sophie bougeaient sous ses paupières. Ses doigts se fléchissaient. Elle se réveille. Les paupières de Sophie bougèrent une fois, deux fois. « Mon amour, je suis là. » Marie prit sa main. « Maman est là. » Les yeux de Sophie s'ouvrirent lentement, désorientés, cherchant à se concentrer. « Maman, sa voix était un murmure rauque à cause du tube qu'il venait de lui retirer. « Oui, mon amour, je suis là. Je suis morte ? Non. » Marie rit à travers ses larmes. « Tu es vivante. Tu t'es battue et tu as gagné. » Sophie regarda autour d'elle, vit les machines, les câbles, puis vit François. « Tu es venu. Je t'ai dit que je serais là. Je pensais que tu mentais. Je n'ai pas menti. » Théo et Lucas s'approchèrent timidement du lit. « Sophie !» Théo toucha sa main avec soin. « Tu nous as fait peur. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. » dit Lucas en grimpant sur le lit avec soin. « Ne le refais plus, c'est tout. » Sophie sourit faiblement. Puis elle regarda sa mère. « Combien de temps ?»« 2 jours. Mais c'est passé, tu vas bien maintenant. J'ai mal. »« Je sais, mais ça va s'améliorer. Le docteur l'a promis. » Le docteur Leclerc entra, vérifia les signes vitaux, sourit. « Tu es une guerrière, Sophie. Ton cœur bat fort. Je ne vais plus mourir. Pas avant très longtemps. Je peux rentrer à la maison ? Dans quelques jours, nous devons nous assurer que tout guérit bien. » Quand le docteur partit, Sophie regarda François à nouveau. « C'est vrai ce que tu as dit avant la chirurgie ? Quelle partie ? Que tu es mon papa. » Les enfants se figèrent. Marie aussi. « Sophie, ce n'est pas le moment. » commença Marie. « Je veux savoir. J'ai failli mourir. Je mérite de savoir. » Elle avait raison. Elle s'était battue pour sa vie. Elle méritait la vérité. « Oui, » dit François. « Je suis ton père biologiquement. » Théo regarda François, puis sa mère. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça signifie qu'il y a longtemps, avant que vous ne naissiez, j'ai connu votre maman, » expliqua François avec soin. « Et nous nous aimions, mais j'ai commis une erreur terrible. Je suis parti quand je n'aurais pas dû. »« Et maintenant, tu reviens ?» demanda Théo avec méfiance. « Oui. Pour combien de temps ? Pour toujours. C'est ce que le papa de mon ami Charles a dit. Il est parti après 2 mois. L'observation enfantine coupait plus que toute accusation adulte. Je comprends que tu ne me fasses pas confiance. Tu ne devrais pas. Pas encore.
Lucas, le plus petit, regarda François avec des yeux curieux. « Tu es aussi mon papa ?» Marie intervint rapidement. « Lucas, c'est compliqué. »« Non, » interrompit François. Il avait pris une décision. « Ce n'est pas compliqué. Oui, Lucas, je suis aussi ton papa. Et celui de Théo. Les trois. » Théo sembla abasourdi. « Les trois ? Mais mon papa Pierre. Pierre a été votre père dans tous les sens qui comptent, » dit François, avec fermeté. « Il vous a élevé. Il vous a aimé. Il vous a appris. Je n'ai fait que partager du sang avec vous, mais il a été votre vrai père. » Théo traitait l'information. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne veux pas d'autre papa. Je veux le mien. Je le sais. Et je n'essaierai jamais de le remplacer. Personne ne le pourrait. Alors, qu'est-ce que tu es ?» François n'avait pas de réponse. Qu'était-il? Un étranger avec de l'argent, un père absent essayant de compenser, un homme brisé cherchant la rédemption. Je suis quelqu'un qui veut vous connaître, faire partie de vos vies, vous aider, si vous me laissez faire. Et si nous ne te laissons pas, demanda Sophie depuis le lit. Alors je le respecte, mais je n'abandonne pas. Je serai là de toute façon, même de loin. Sophie le regarda, évaluant, décidant. D'accord, tu peux rester pour l'instant. Merci, mais nous avons des règles. Lesquelles? Tu ne fais pas pleurer maman. D'accord. Tu ne nous promets pas des choses que tu ne peux pas tenir. Compris? Et si tu repars, ne reviens jamais. La dernière règle pesait plus lourd que les deux autres réunies. J'accepte, Marie observait. Son visage était un mélange d'espoir et de terreur. Espoir que cela puisse fonctionner. Terreur que tout s'écroule à nouveau. Rose entra avec de la nourriture, s'arrêta en voyant la scène. Les trois enfants autour du lit, Marie et François des deux côtés comme une famille. « J'interromps ?»« Non, » dit Sophie. « Nous avons fini de parler et nous avons décidé de lui donner une chance, mais une seule. » Rose regarda François. « Ne la gaspillez pas. Je ne le ferai pas. » Les jours suivants furent une danse prudente. François rendait visite chaque jour. Il apportait des livres, des jouets, mais surtout, il apportait du temps. Il s'asseyait avec Sophie, écoutait ses histoires, ses peurs, ses rêves. Il connut Théo, qui aimait les animaux et rêvait d'être vétérinaire. Il connut Lucas, qui dessinait constamment et voyait de la magie en tout. Et lentement, très lentement, ils commencèrent à faire confiance. Une semaine après la chirurgie, Sophie sortit de l'hôpital. Elle pouvait rentrer à la maison. François avait préparé quelque chose. Avec la permission de Marie, il avait rénové la maison, non pas de manière ostentatoire, mais pratique. Un nouveau toit, de l'électricité qui fonctionnait, de nouveaux lits pour les enfants. Quand ils arrivèrent, Sophie regarda autour d'elle avec des yeux immenses. « Tu as fait ça? Je voulais que tu reviennes dans un foyer sûr. C'est trop. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez pour compenser les années perdues. Mais c'est un début. » Théo explora son nouveau lit. Lucas trouva de nouvelles fournitures d'art. Sophie s'assit simplement sur le canapé rénové et pleura. « Pourquoi pleures-tu » demanda François inquiet. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur. » « Peur de quoi ? Que le toit s'écroule, que l'électricité tombe en panne, que nous n'ayons pas assez. » Sophie le regarda. « Merci. » C'était la première fois qu'elle le remerciait pour quelque chose. « Tu n'as pas à me remercier. »« Si, je dois parce que… ça veut dire que tu vas peu. Être resté. Je vais rester. Promis, promis. » Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient dans leur nouveau lit, Marie et François s'assirent sur le porche. « Tu les gagnes, » dit-elle. « C'est bien. » « Oui, mais Sam aussi me terrorise. »« Pourquoi ? Parce que si tu pars, si tu les déçois, la douleur sera pire que tout le reste. Je ne partirai pas, Marie. C'est ce que tu as dit avant. Je sais, mais cette fois c'est différent. »« Comment ? » ?»« Parce que maintenant je sais ce que j'ai perdu et je ne vais pas le perdre à nouveau. » Marie le regarda, cherchant le mensonge, cherchant le piège. Elle n'en trouva aucun. « D'accord, je te crois. Pour l'instant. » C'était suffisant, pour l'instant. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le passé avait encore des secrets. Un de plus, le plus grand de tous. Et quand il sortirait à la lumière, il changerait tout à nouveau. Parce que dans un petit village, où tout le monde se connaît, où les histoires se transmettent de génération en génération, certains secrets sont trop grands pour rester enterrés. Et ce secret impliquait non seulement François et Marie, mais la raison réelle pour laquelle François était parti il y a 15 ans. Une raison que lui-même ne connaissait pas complètement. Un mois plus tard, la vie avait trouvé un rythme fragile, nouveau, mais un rythme tout de même. François avait loué une maison dans le village, proche, mais non envahissante. Il passait les après-midi avec les enfants, les emmenait à l'école, aidait avec les devoirs.
Sophie se rétablissait bien. Son cœur battait fort, les cauchemars étaient moins fréquents. Théo commençait à l'appeler François au lieu de monsieur. Lucas lui avait dessiné un portrait que François gardait dans son portefeuille. Marie observait tout avec une prudence pleine d'espoir, comme quelqu'un qui avait été brûlé tant de fois qu'elle ne faisait pas confiance au feu, même quand il donnait de la chaleur. Mais un dimanche après-midi, tout changea. Une femme arriva au village, âgée, élégante. Elle conduisait une voiture chère. Elle demanda François. Rose la vit la première. Quelque chose chez la femme lui sembla familier, inquiétant. La femme frappa à la porte de François. Il ouvrit et resta musique paralysée. « Bonjour, mon fils. Maman, que fais-tu ici? Je suis venu connaître mes petits-enfants, ou pensais-tu me les cacher pour toujours ?» François la laissa entrer. Sa mère, Patricia, regarda autour d'elle avec une désapprobation à peine dissimulée. La maison louée était modeste pour ses standards. « Pourquoi es-tu vraiment venu? Ta sœur m'a tout raconté. Sur la petite fille, la chirurgie, les deux autres. » Julie a la bouche grande. « C'est ta sœur. » Elle était inquiète. François s'assit. Il avait déjà affronté trop de fantômes. Sa mère en était un autre. « Que veux-tu? »« Je veux savoir pourquoi tu as jeté ta vie pour une femme de village et 3 bâtards. » Le mot coupa. François se leva. « Sors de ma maison. »« François, assieds-toi. Nous devons parler. »« Next time. »« Alan de Landingtrey. Nous n'avons rien à nous dire. »« Si, à propos d'il y a 15 ans. À propos de la raison pour laquelle tu es vraiment parti. » François resta immobile. « Je suis parti parce que j'avais une opportunité. Tu es parti parce que je t'ai obligé. » Le silence emplit la pièce. « Quoi ?» Patricia soupira, enleva lentement ses gants. Un geste dont François se souvenait de son enfance. Elle enlevait toujours ses gants avant les conversations difficiles. « L'investisseur, celui qui a financé ton premier projet, était ton père. Papa est mort quand j'avais 10 ans. Non, ton père de sang, l'homme qui t'a donné son nom, qui t'a élevé. Oui, il est mort. » Patricia le regarda droit dans les yeux. « Mais ton père biologique était vivant et il voulait te connaître. » Le monde de François vacilla. « De quoi parles-tu? J'ai épousé Robert Castillo quand je suis tombée enceinte de toi. Il savait que tu n'étais pas son fils, mais il m'aimait. Il t'a donné son nom, t'a élevé comme son fils. Non, ton vrai père était Alexandre Lefranc, l'entrepreneur, le millionnaire, l'homme qui est apparu il y a 15 ans avec une offre que tu ne pouvais pas refuser. » François s'effondra sur le canapé. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que tu allais épouser cette fille, tu allais rester dans ce village oublié, tu allais gaspiller ton talent, tu allais être heureux, » corrigea François avec amertume. « Tu allais être pauvre, et j'avais trop lutté pour nous sortir de la pauvreté. Je n'allais pas te laisser y retourner. Alors, qu'as-tu fait? J'ai dit à Alexandre que tu voulais le connaître, que tu voulais ton héritage. Il a posé les conditions. Tu voulais l'argent. Tu devais quitter ta vie ici, déménager, travailler avec lui, prouver que tu étais digne. Et moi, tu étais jeune, ambitieux. Quand je t'ai offert l'opportunité de connaître ton vrai père, de faire partie de son empire, tu n'as pas hésité. Mensonge, j'ai hésité. Marie. Marie était un obstacle. Alors je me suis assuré que tu ne viendrais pas avec elle. Comment? Patricia baissa les yeux. Pour la première fois, François vit de la honte sur son visage. J'ai dit à Alexandre que tu étais marié, que tu avais des engagements. Il a dit que ça n'avait pas d'importance, que tu pouvais amener ta femme. Mais je ne voulais pas que cette fille de village ruine tes opportunités. Qu'as-tu fait, maman? Je t'ai dit qu'Alexandre exigeait que tu sois seule, que c'était sa condition. Et à Marie, j'ai fait parvenir une lettre. François se leva d'un bond. Quelle lettre? Une lettre de toi. Ou c'est ce qu'elle a cru, disant que tu avais rencontré quelqu'un d'autre, que le mariage avait été une erreur, de ne pas te chercher à nouveau. Tu mens. J'aimerais bien, mais non. Patricia sortit un vieux papier de son sac. C'est la copie que j'ai gardée. François la lutte. C'était son écriture, ou une imitation parfaite. Des mots cruels qu'il n'avait jamais écrits. Des adieux qu'il n'avait jamais faits. Marie a reçu ça? Oui, 3 jours après ton départ. Tout prenait son sens. Pourquoi Marie avait changé de numéro? Pourquoi elle ne l'avait jamais cherché? Pourquoi, quand il avait finalement tenté de revenir, elle était déjà avec Pierre? Tu as détruit ma vie. Je t'ai donné une vie meilleure. Tu as détruit ma famille avant que j'aie l'opportunité de la créer. Je t'ai donné la richesse, le succès, tout ce que tu voulais. Je voulais Marie, je voulais mon fils, je voulais la vie que nous construisions. Patricia se leva. Tu étais trop jeune pour savoir ce que tu voulais. J'avais 23 ans. Suffisamment pour décider. Et regarde-toi maintenant, millionnaire qui réussit. Tu vas me dire que tu le regrettes. Chaque jour de ma vie.
La porte s'ouvrit. C'était Marie. Elle avait tout entendu depuis le porche. « C'est vrai. » Sa voix tremblait. « La lettre. » François se retourna. « Je n'ai jamais écrit cette lettre, mais je l'ai reçue avec ton écriture, ta signature. Ma mère l'a falsifiée. » Marie regarda Patricia, des années de douleur transformées en fureur. « Vous m'avez volé 15 ans avec l'homme que j'aimais. J'ai donné un avenir à mon fils. Vous lui avez volé sa famille. Je lui ai enlevé la pauvreté, la stagnation, une vie médiocre. » Marie s'approcha de Patricia. 2 femmes, 2 visions du monde, 2 idées de l'amour. Votre fils a 3 enfants qui ont grandi sans père, qui ont pleuré en se demandant pourquoi ils n'étaient pas suffisants pour que quelqu'un les aime, qui ont vu leur mère travailler jusqu'à l'épuisement, qui ont connu la faim, la honte, l'abandon. Ce n'est pas ma faute. C'est exactement votre faute, et celle de François pour l'avoir cru. François se mit entre elles. Marie, je ne savais pas. Je sais, mais tu n'as pas non plus demandé, tu ne t'es pas battue. Tu as supposé que je t'avais oublié, et tu as continué. C'était vrai, douloureusement vrai. Patricia marcha vers la porte. Je suis venu t'inviter à la maison, François. Ton père Alexandre est mort le mois dernier. Il t'a laissé tout, 500 millions d'euros. Mais seulement si tu reviens à Paris, si tu reprends l'entreprise. Non. Quoi? J'ai dit non. Garde l'argent. Donne-le à Julie. Je n'en veux pas. François, c'est une fortune. C'est du sang sale, acheté avec des mensonges. Je n'en veux pas. Tu es ridicule. Je suis père. Ce que tu ne m'as jamais appris à faire. Patricia le regarda longuement. Finalement, elle hocha la tête. Un jour, tu le regretteras. Je regrette déjà beaucoup de choses. Mais cette décision n'en sera pas une. Sa mère partit, laissant le silence dans son absence. Marie s'assit. François aussi. 15 ans, murmura-t-elle. 15 ans détruits par un mensonge. Je suis désolé. Ce n'était pas ta faute. Non, complètement. J'aurais dû me battre plus. J'aurais dû venir avant. J'aurais dû. Marie posa sa main sur la sienne. C'est passé. Nous ne pouvons pas le changer. Alors, que faisons-nous? Nous continuons avec la vérité. Cette fois, la porte s'ouvrit. Sophie, Théo et Lucas entrèrent. Ils avaient été avec Rose. Qui était cette dame? Demanda Sophie. Ma mère, répondit François. Elle avait l'air en colère. Elle l'était. Pourquoi? François regarda Marie. Elle hocha la tête. Parce que j'ai pris une décision qu'elle n'approuve pas. Quelle décision? Rester ici avec vous, pour toujours. Sophie étudia son visage. Pour toujours, vraiment? Pour toujours, vraiment. Et si elle revient? Et si elle t'offre plus d'argent? Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour m'éloigner de vous à nouveau. Théo s'approcha timidement. On peut t'appeler papa? Le cœur de François s'arrêta. Si vous voulez. Mais vous aviez un autre papa, Pierre, et il sera toujours votre papa. Personne ne peut le remplacer, mais vous pouvez être en avoir 2, un dans vos souvenirs et un ici. Théo réfléchit, puis hocha la tête. D'accord, papa. François. Lucas courut pour l'embrasser. J'ai un papa à nouveau. Sophie resta en arrière, observant. Finalement, elle s'approcha. Une chance de plus, dit-elle. Mais c'est la dernière. Je le sais, ne la gaspille pas. Je ne le ferai pas. Il l'étreignit. Et pour la première fois en 15 ans, François sentit qu'il était exactement là où il devait être, 6 mois plus tard. La maison de Marie avait maintenant un nouveau porche. François l'avait construit de ses propres mains. Il n'avait engagé personne. Il l'avait fait lui-même. Chaque clou, chaque planche. Les enfants jouaient dans la cour. Sophie, complètement rétablie, courait avec ses frères. Son rire remplissait l'air. Françoise et Marie s'assirent ensemble, observant. « Heureux ?» demanda-t-elle. « Plus que je ne le mérite. Nous méritons tous des secondes chances et nous avons une seconde chance. » Marie le regarda. Il y avait de l'amour dans ses yeux, mais aussi de la prudence, des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement. « Demande-moi dans 1 an ou dans 5 ou dans 20 et peu, être alors j'aurai une réponse. » C'était suffisant pour l'instant. François avait appris que l'amour ne venait pas toujours avec des garanties, que la famille se construisait jour après jour, qu'être père ne se résumait pas au sang, mais à la présence, et que parfois, le plus grand trésor n'est pas celui que l'on construit, mais celui que l'on a failli perdre et pour lequel on se bat pour le récupérer. La leçon. Cette histoire nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir, que l'amour véritable survit au temps, au mensonge, même à l'absence. Mais surtout, elle nous apprend que les actions parlent toujours plus fort que les mots. Françoise a perdu 15 ans mais a gagné le reste de sa vie. Non pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il a finalement compris ce qui comptait vraiment. Que ferais-tu dans cette situation? Choisirais-tu le succès ou la famille, la richesse ou l'amour? Laisse-moi un commentaire.
Si cette histoire t'a ému, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui est loin de chez lui, quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour revenir, parce qu'il n'est jamais trop tard tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a le courage d'affronter nos erreurs et de faire la paix avec notre passé. Et n'oubliez pas de vous abonner, pour plus d'histoires qui vont droit au cœur, des histoires de seconde chance, de familles brisées qui se reconstruisent, d'amour qui survit à tout. La prochaine vidéo vous surprendra encore plus, car nous avons tous des secrets, nous portons tous de la douleur, et nous méritons tous une opportunité de rédemption. À bientôt pour la prochaine histoire.